Voilà, donc nous sommes de nouveau ensemble. Euh, Quels seront, selon vous, Monsieur Moitrieux, les lecteurs et les utilisateurs du Nouvel Espérant Dieu? Alors, les lecteurs, c'est plutôt des spécialistes, euh, mais bon, il y a aussi des amateurs, ce genre de choses. Ce sont des bibliothèques, des universités, nos clients principaux, des professeurs d'université. C'est plutôt eux qui sont nos clients en quelque sorte. De toute façon, la série est évidemment publiée comme tout livre universitaire en quantité relativement limitée, surtout que les coûts sont quand même très élevés puisqu'il y a beaucoup de photos, hein. Donc, plus on a de subventions, au moins les coûts sont de tout le monde, hein. Donc, le public peut être vaste, mais c'est quand même un public de spécialistes et de chercheurs, hein. Notre travail, c'est une œuvre de chercheur. Mais bon, ça fait un très beau volume à offrir, hein. Moi, j'avais suggéré à la municipalité de Saintes de nous en acheter un certain nombre et qu'ils offriraient à leurs visiteurs, mais ils n'ont jamais donné suite. Et donc, on n'a pas pu publier en couleur et Saintes est en noir et blanc. C'est la conséquence aussi. Alors que Metz, là, au contraire, on a eu des gens extrêmement dynamiques au musée de Metz qui nous a permis de faire un très, très beau volume. Un très, très beau volume. Et là, je travaille avec le musée du Luxembourg et d'Arlon. Et là, on a des conditions de travail exceptionnelles avec eux. Donc, voilà. Vous vouliez nous parler aussi du centre Yves Burnand. Oui, mon directeur de thèse s'appelait Yves Burnand. Et avec ses enfants, on a créé un centre Yves Burnand, qui est une association, subventionnée par des fonds privés. Et cette association a pour objectif d'aider toutes les études sur la Gaule et la Gaule romaine et les Germanies, bien sûr. Donc, c'est une aide à la publication et à tout. Donc, on publie, si vous avez par exemple, je sais pas, un musée, une statuette à restaurer, ben on peut vous aider financièrement dans la mesure de nos moyens, bien sûr. Si vous avez un livre ou un catalogue à publier, une exposition à faire, un colloque à organiser, ben nous sommes prêts à vous aider. Il suffit d'aller sur le site du Centre Yves Burnand, vous tapez Centre Yves Burnand sur votre moteur de recherche et vous accéderez. Et il y a des possibilités de répondre et de poser vos demandes. Et actuellement, on a lancé cette année pour la première fois un prix, le prix Yves Burnand, pour aider à la publication d'une thèse ou d'une étude, d'un ouvrage de recherche. Et le prix est quand même abondé copieusement puisque c'est 2500 euros de prix. Donc, ça permet pour quelqu'un de faire une publication chez un éditeur et d'apporter une somme au départ et de faciliter l'édition. Donc, ce centre Yves Burnand, qui existe depuis l'année dernière, a vocation d'aider financièrement tous ceux qui font de la recherche sur la Gaule et la Gaule romaine. Donc, si parmi vos adhérents ou vos connaissances, vous avez des gens qui touchent à ces domaines et qui publient, qui ont des problèmes financiers, on peut les aider. Bon, problème financier, pas personnel, je précise. Problème financier de recherche. on est prêt. On est prêt à aider, hein. Donc, voilà. Hein. Très bien. C'est le grand projet que je mène actuellement en dehors du centre Yves Burnand, en dehors du Nouvel Espérant Dieu, parce que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être connu, puisque tout le monde se plaint qu'il n'y a pas d'argent, hein. Donc, voilà. Donc, profitez de l'aubaine. Oui, ça a l'air d'être vraiment quelque chose de rare aujourd'hui. Alors, le Nouvel Espérant Dieu, alors, disons, est-ce qu'on peut, je vais prendre mon exemple. J'imagine que je veux faire des recherches sur savoir plus exactement sur, par exemple, sur Cernunnos. Comment je vais m'y prendre pour retrouver dans le Nouvel Espérant Dieu
ce qui peut correspondre. Bah, oui, d'ailleurs, je crois bien qu'on avait correspondu sur cette question, parce que dans le Nouvel Espérandieu, évidemment, on a des statuts de Carnunos. Par contre, il n'y a pas de répertoire général pour l'instant, puisqu'on commence. Hein. Par exemple, sur Metz, j'ai retrouvé un Carnunos avec Hercule, d'ailleurs, sur les deux faces d'une même pierre. Donc, ça permet d'élargir les connaissances, puisque notre but à nous est de faire le tour de tout ce qui a été sculpté. Donc, ça permet de retrouver. Alors, évidemment, des inscriptions, l'inscription à Cernunnos, je crois pas qu'il y ait, enfin, il y en a une ou deux, mais c'est faible. Pour d'autres, il y en a plus. Mais pour ce qui est des représentations figurées, vous en avez dans les nouveaux espérandieux. Ça c'est sûr. J'ai retrouvé, si vous vous intéressez au monde celtique, je vous conseille de regarder le volume sur Sainte, parce que le volume sur Sainte, il y a des déesses mères à l'appel. Je n'ai jamais vu ça. Il y a 48 déesses mères, je crois, à Sainte. Vous avez des divinités très curieuses avec des langues trifides, avec des phallus tout autour de la tête et sur le front. Vous avez des choses très, très curieuses qui peuvent intéresser des gens qui s'occupent du monde celtique. C'est un monde, les Santons, qui finalement est plus indigène que la cité des Médiomatrix. C'est très curieux à constater. C'est ça un des apports du. Alors, pour retrouver le nom, vous pouvez aussi aller sur le site du Centre Camille Jullian et voir ce que vous pouvez trouver, mais c'est quand même pas facile à retrouver comme ça. Hein. Il faut dépouiller. Il faut dépouiller. Bon, c'est pas compliqué parce que chaque volume a bien sûr un index, et donc vous avez vite fait le tour des index pour savoir ce qui est dedans, ce qui n'est pas dedans. Hein. Mais malheureusement, pour l'instant, on n'en a que 8 volumes, hein, 7 volumes. Donc, on n'a pas les 60 cités gauloises répertoriées officiellement. Mais enfin, ça a amené, je vous l'avais dit, ça a amené en fait des découvertes quand même. On en a d'autres. Moi, je m'étais intéressé à Cernunnos à titre personnel, puisque j'avais publié dans la revue archéologique de l'Est celui de Metz il y a très longtemps. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que j'avais pu montrer une évolution du style de la représentation. En particulier, celui de Metz a une particularité, il tient un enfant sur chaque bras et les deux enfants lui entourent le cou avec un bras. Donc, il y en a un autre avant d'œuvre où il y a aussi deux enfants, mais ils sont à côté. Or, là, le rapport entre les deux est tout à fait différent. C'est un rapport de père à enfant. C'est assez intéressant à constater. Et terminé mon article, enfin j'avais cité dans un article, avec le taureau et les animaux qui crachent des pièces de monnaie. Vous avez au Titelberg, au Luxembourg, un mercure avec un cerf qui crache des pièces de monnaie. Et pour moi, c'est un peu le dernier avatar de l'évolution de Cernunnos. On a remplacé le dieu aux cornes de cerf par le cerf, etc. Ah, c'est une possibilité. Hein. Oui, tout à Je vous fait. laisse ça à votre. Hein. Mais c'est assez intéressant à étudier parce que par la sculpture, on montre qu'on peut avoir des évolutions de mentalité. C'est ça qui est intéressant. Après, ça peut être autre chose. Hein. Quelqu'un trouvera autre chose. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'à un moment, on a un mercure, un cerf qui crache des pièces de monnaie, comme le taureau qui crache des pièces de monnaie sur la stèle de Reims, par exemple, ou sur l'autre stèle. C'est très intéressant. C'est l'intérêt d'avoir des séries pour pouvoir justement déceler des évolutions, des écarts, des correspondances. Et, oui, parce que quand on utilise un ou deux exemplaires, je connais par exemple pour Mercure, il y a une très bonne étude d'ailleurs qui a été faite par un Allemand, qui a écrit sur Mercure. Il a pris certaines figures de Mercure, mais pas tout. Alors, quand on prend que certaines, on n'a qu'une vision partielle. Alors, Mercure, dieu gaulois, oui, pour certaines choses, à Lezoux, on sait qu'il habillait la gauloise, mais dans 80% des cas, Mercure, il est
habillés comme les Romains, c'est-à-dire tout nus avec une chlamyde autour des épaules. Et ce qui est intéressant, par exemple, avec Mercure, c'est que dans les Vosges, sur les sommets, ce qu'on a appelé les sommets vosgiens, qui est en fait un peu impropre, qui est plutôt les croupes vosgiennes, on a plein de Mercure. Et aucun n'est indigène. Ils sont tous parfaitement romanisés, c'est-à-dire nus avec la chlamyde. Et il y a même un Mercure qui porte Bacchus sur le bras, qui est une statue de Praxitèle. C'est la copie d'une statue de Praxitèle. Alors, il faut imaginer au fin fond des Vosges, à l'époque romaine, déjà maintenant c'est un peu reculé, mais alors à l'époque romaine, ça allait encore plus. Vous imaginez, il y a un sculpteur qui connaissait le modèle et qui a reproduit le modèle dans les hauteurs vosgiennes. Je trouve ça absolument extraordinaire. Ça montre à quel degré la pénétration des modèles est forte. Et on connaît un des modèles parce qu'il y a à Autun, on a retrouvé une petite statuette en bronze de Mercure portant Bacchus sur le bras. Et la même sculpture est en pierre dans la cité des Médiumatriques, avec la grappe de raisin d'une main, le dieu de l'autre. Et donc, peut voir des courants, des zones d'impact. Donc voilà, ça c'est intéressant. Mais pour ça, il faut avoir l'ensemble des visions. Si on n'a qu'une partie, on n'aura toujours qu'une idée partielle de la réalité des choses. Déjà qu'on n'a pas grand-chose, parce que quand on réfléchit, qu'est-ce qui reste de la représentation de l'époque? Je dis 1500 sculptures pour les médiomatriques, mais par rapport à ce qui était à l'époque, ça doit être infime. Donc on n'aura jamais qu'une vision totalement parcellaire de ce monde, comme les inscriptions. Hein. On a 20 000 inscriptions, disons, pour la Gaule. Ça représente même pas une année de production de paperasse par le ministère de l'Éducation nationale. Hein. Oui. Quel sera votre prochain projet? Le prochain projet, c'est de publier, bon, d'abord de continuer la publication du Nouvel Espérandieu globalement, pour moi de faire celui sur les Trévires, de développer le centre Yves Burnand pour vraiment que ça touche beaucoup de gens et qu'on puisse arroser abondamment. On n'a pas énormément d'argent, on a quand même de l'argent. Hein, grâce à des aides privées, on a quand même un fonds qui est intéressant, donc on peut aider. Donc, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse développer ce centre. Le Nouvel Espérandieu, je dirais, il vit maintenant sa vie. Il faut suivre, animer, trouver de nouveaux auteurs, mais globalement, l'opération avance. Après, l'idéal, ça serait de trouver des financements. La carte archéologique avait trouvé un système, ils avaient trouvé le moyen que le ministère leur paye des vacations. Donc, des gens étaient payés pour faire ça, c'était quand même intéressant. Le problème, c'est que pour certaines, c'était des étudiants qui étaient pas très au courant et qui n'ont pas fait des travaux qui étaient toujours à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Mais bon, il y a quand même des cartes archéologiques tout à fait extraordinaires. Alors, comme on n'a pas ces vacations pour le Nouvel Espérandieu, c'est sûr que les auteurs, c'est un peu de leur poche, il faut bien reconnaître. Donc, ça serait essayer de développer cet aspect préparation de la publication. Voilà. Alors, quel jugement portez-vous sur le développement des études celtiques en France et dans le monde? C'est une question un peu vague, mais aussi peut-être aussi compliquée. Ouais, c'est très compliqué. Je vais vous donner quand même, il y a quand même un point de comparaison intéressant. Quand j'ai fait mes études, il y avait en France 4 ou 5 chaires sur des antiquités nationales, ça s'appelait. C'est-à-dire des professeurs qui étaient spécialisés sur l'histoire de la Gaule romaine. Ça existait. Actuellement, il n'y en a plus une seule. Il n'y en a plus une seule. À l'école pratique des hautes études, il n'y a plus de poste sur la Gaule romaine. Il y en a un sur l'archéologie, mais pas sur la Gaule romaine propre. Donc, c'est assez significatif. Alors, ça tient déjà à la structure universitaire. Dans les universités, ils veulent des professeurs un peu polyvalents. Donc, si on est trop spécialisé, ils ne vous prendront pas parce que vous êtes spécialiste de la Gaule romaine, ils vous prendront parce que vous êtes spécialiste de l'histoire romaine d'une manière générale, parce qu'il faut préparer les concours, et puis les concours, ce n'est pas toujours sur la Gaule romaine. Donc, malheureusement, c'est des
des possibilités, des matières qui ne sont pas, disons, en expansion dans la recherche universitaire. Là, au CNRS, il y en a ailleurs, hein, mais à l'université, malheureusement, moi, j'ai constaté que l'esprit n'était pas à cela. Et en particulier, quand j'étais prof d'université, professeur d'université, j'avais voulu lancer un travail sur le monde celtique et romain avec les professeurs de lettres, etc., et de philosophie et autres, parce qu'on doit se regrouper pour faire des masters. Et donc, j'avais proposé quelque chose qui touchait au monde celtique et romain. Et on m'a regardé de haut. Un professeur de latin m'a dit, mais moi, je suis spécialiste de Saint-Jérôme, il n'est pas question que je fasse autre chose. Alors que je lui avais dit, tu pourrais peut-être faire un auteur latin comme César. Ah non, moi, je fais Saint-Jérôme. Bon, à partir de là, c'est bien difficile de travailler, c'est sûr. Donc, malheureusement, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui cherchent. Il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent, qui sont très intéressés, des amateurs éclairés qui font de très, très bonnes choses. J'allais dire que l'institution est peut-être plus en retrait que l'attente des gens et des pratiques des gens hors institution. C'est un constat que je fais un peu, parce que quand vous parlez de Gaule romaine, vous intéressez tout de suite, et d'archéologie, vous intéressez tout de suite beaucoup de gens. Mais bon, les postes d'archéologie, par exemple, à l'université, sont très rares. Moi, j'avais voulu développer quand même des postes d'histoire du monde celtique à Brest. Les gens n'ont pas suivi. Alors que s'il y a bien un domaine où il devrait y avoir une histoire celtique, c'est bien à Brest. Ah, voilà. C'est comme ça, c'est la réalité des choses. C'est malheureux, mais c'est comme ça. En revanche, je sais qu'en Allemagne, en Autriche, il y a des gens qui travaillent beaucoup sur ce monde celtique. Il y a des gros groupes de recherche qui sont fondés sur ça. Et c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Voilà. Donc, ceux qui sont intéressés, accrochez-vous. Voilà. Donc, c'est pas un domaine où on va faire de l'argent. Non, je veux dire que quel que soit le domaine sur la recherche littéraire, pour faire de l'argent, c'est très rare. À moins d'écrire des romans policiers qui concernent la Gaule romaine. J'ai un collègue qui faisait ça. Il écrivait des romans policiers sur Rome. Et ça lui rapportait peut-être autant que son salaire. Non, non, on fait pas d'argent. Et d'ailleurs, même pour les jeunes qui se lancent, cadrez bien votre recherche si vous voulez un poste, pour que vous puissiez avoir un poste. Quand on fait des recherches, il faut aussi penser à ça. Alors, une fois qu'on est installé, on peut faire autre chose, mais du temps que vous cherchez un poste pour vous faire connaître, il faut que ça corresponde à ce que dans les universités, on attend de vous aussi. Hein. C'est ça aussi. Hein. C'est votre plaisir face à la réalité de ce qui existe. Hein. Il y a le vécu et le désiré. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations et bon avancement pour vos travaux. Et voilà, j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Exactement. Et nos sites sont en liaison et donc, ma foi, nous sommes faits pour continuer à travailler ensemble. Merci de m'avoir accueilli. Merci. Au revoir. Au revoir.